agriculteurs continuent de paralyser le trafic ferroviaire en Bretagne. En Conseil des ministres, le président Mitterrand qualifie une nouvelle fois d'inadmissibles les violences paysannes. Tout le monde doit accepter les règles du marché commun, a-t-il dit. Le ministre de l'Agriculture, Michel Rocard, déclare compter sur la lucidité des éleveurs de porcs bretons. Premier accrochage militaire franco-libyen au Tchad, un Jaguar français abattu hier et son pilote tué par un missile, annonce le ministère de la Défense. Libération sous caution de Jean Durieux, le rédacteur en chef de Paris Match a été entendu une nouvelle fois par le juge d'instruction. 4 inculpations dans l'affaire de la caisse noire de Saint-Étienne, celle de Jean Vion, Lacombe, Larios et Lopez. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis le 8 août 1983, l'armée française est présente au Tchad. 2500 hommes ont pour mission, par leur présence, d'empêcher une reprise des combats entre factions rivales et surtout d'enrayer l'avancée militaire libyenne. La Libye, on le sait, soutient Goukouni Ouaddaï contre le régime légal d'Hissène Habré et la Libye a toujours démenti toute présence militaire au Tchad. Pour la première fois en 6 mois, les forces libyennes ont franchi la ligne rouge qui sert de ligne de démarcation officieuse entre la zone qu'elles occupent et la zone où sont présents les Français. Et pour la première fois, un accrochage militaire sérieux a eu lieu puisqu'un Jaguar français a été abattu hier, son pilote tué par un missile dont le ministère de la Défense n'a pas voulu encore préciser la nationalité. Philippe Rochaud. C'est un Jaguar français basé au Tchad comme celui-ci qui a été abattu au sud de la fameuse ligne rouge qui va de Salal à Harada et qui marque la limite que se sont fixées forces françaises et forces libyennes dans leur soutien aux différentes parties en conflit au Tchad. 2 Jaguars étaient partis d'ici, de la base de N'Djamena, protégés en permanence par le système de défense antiaérien Crotal. Ces avions permettent la couverture totale des forces françaises stationnées au Tchad sur la ligne rouge et forte de 2500 hommes. Ces soldats français ont appris qu'une colonne d'une vingtaine de véhicules appartenant aux forces de Goukouni Ouaddaï, appuyées par la Libye, avait lancé une offensive sur le petit poste de Ziguey, tenu par les forces d'Hissène Habré, c'est-à-dire au sud des positions de l'armée française sur la ligne rouge. Ils ont fait 12 prisonniers tchadiens et capturé 2 médecins belges de Médecins sans frontières. Le ministre français de la Défense a donné l'ordre aux Jaguars d'effectuer une mission de reconnaissance. 2 appareils ont tenté de repérer la colonne, mais ils ont essuyé des tirs de missiles solaires. Un avion a été abattu, le pilote a sauté mais son parachute s'est mis en torche et il a été tué. Les Jaguars auraient détruit plusieurs véhicules militaires libyens, mais la leçon de l'événement c'est que la ligne rouge qui protège le Tchad reste perméable malgré la présence des forces françaises. À 23h15, dans notre dernier journal, un débat sur la politique française au Tchad opposera Christian Casteran du Matin et Philippe Marcovici du Quotidien de Paris. On est dans le marché commun ou on est dehors. Si on est dedans, tout le monde doit accepter les règles communautaires. C'est en ces termes que devant le Conseil des ministres de ce matin, le président Mitterrand a évoqué l'agitation des agriculteurs français dont il a une fois de plus condamné les violences. Le chef de l'État a laissé entendre qu'en cas de violation de l'ordre public, les agriculteurs ne bénéficieraient d'aucune mesure de clémence. C'est la responsabilité des dirigeants du monde agricole et des agriculteurs d'exposer l'évidence de la dimension européenne et de ne pas faire croire que nous pouvons régler seuls les problèmes, a poursuivi le chef de l'État. Le Conseil des ministres a adopté ce matin une série de mesures destinées à remédier à la dégradation du cours du porc, mais la Commission de Bruxelles demande aussi à la France une levée partielle de l'interdiction d'importation des porcs hollandais. Seules pourront être bloquées les importations en provenance des régions touchées par la fièvre afteuse aux Pays-Bas. En Bretagne, aujourd'hui, les agriculteurs ont poursuivi leur guérilla et la paralysie du trafic ferroviaire était presque totale. Martine Gilson. Après les vifs incidents de la nuit passée à Pleyber-Christ, dans le Finistère, incidents qui ont fait quelques blessés légers et de gros dégâts matériels, forces de l'ordre et producteurs de porc se sont harcelés toute la journée, comme ici à Châteaubourg, en Ille-et-Vilaine. La tactique ? Les CRS dégagent les voies encombrées, les agriculteurs se replient pour revenir un peu plus tard. Résultat, aucun train n'a pu circuler aujourd'hui en Bretagne et ce soir les lignes Rennes-Brest
et Redon-Quimper sont totalement paralysés. La SNCF chiffre à plusieurs millions de francs les dégâts provoqués par ces échauffourées et la Société nationale estime qu'il lui faudra au moins 24 heures, si les incidents s'achèvent, pour établir un trafic normal. Ce soir, les cheminots CGT et CFDT ont protesté, je cite, contre ces actes de violence. Les syndicats agricoles de Bretagne ont accepté de participer à la réunion de demain proposée par le ministre de l'Agriculture. Les dirigeants bretons regroupés en un comité de salut économique se sont réunis aujourd'hui à Rennes pour décider de leur tactique à la suite des propos tenus en fin de journée par M. Rocard. Laurent Sauervin. Réunion ce matin à Rennes du comité de salut économique breton, puis un peu plus tard de ce même comité avec les syndicats agricoles. Le comité de salut économique a proposé de suspendre le blocage du trafic ferroviaire à une condition, que Matignon accepte de recevoir vendredi l'ensemble du comité, 9 personnes, y compris les syndicalistes, et non pas 3 comme l'avaient proposé les services du Premier ministre. Quant à Michel Rocard, il doit rencontrer demain matin les syndicats agricoles bretons et il a rappelé aujourd'hui son attachement à l'économie contractuelle. Je voudrais dire d'un mot qu'il faut savoir ce qu'on veut. Que dans cette affaire porcine, nous vivons sous des contraintes communautaires, c'est vrai. Ces contraintes sont lourdes, mais ou bien on fait l'Europe et on veut y rester, et je crois que c'est l'intérêt global, non seulement de l'agriculture française dans son ensemble, mais même sans doute des éleveurs de porc, mais alors il faut savoir qu'on fait l'Europe avec d'autres. Ou bien on veut en sortir, mais alors il faut le dire. Que personne ne demande au gouvernement des mesures incompatibles avec notre appartenance européenne, comme celle par exemple, on nous le demande, de supprimer tout seul et de manière unilatérale les montants compensatoires monétaires français. Il n'y en a plus sur le port d'ailleurs. Donc c'est inopérant, mais en plus nous n'en avons pas le droit. C'est une décision collective et communautaire. Deuxième élément, je m'amuse beaucoup de voir des gens qui se recommandent du libéralisme, qui se disent libéraux, incriminer la puissance publique parce qu'elle n'intervient pas assez. Qu'on veuille bien se mettre d'accord avec soi-même, des gens sont en train pratiquement de nous demander de mettre le port sous une économie quasi collective, quasi de type soviétique. Ça m'amuse au moins quand j'entends cela dans des bouches qui par ailleurs défendent d'autres projets. Nous n'allons pas jusque-là. J'ai toujours pour ma part pensé que quand l'État se mêle de produire, il le fait mal, mais c'est à une économie contractuelle qu'il faut aller. Le Conseil des ministres a adopté aujourd'hui une série de mesures pour enrayer la dégradation des cours du porc. Parmi celles-ci, un contrôle plus strict des importations, la mise en place d'une caisse professionnelle de régulation pour atténuer les fluctuations des cours et la création d'une cellule de crise pour associer les professionnels à la gestion du marché. Autre dossier prioritaire pour le gouvernement, la construction navale. Le secrétaire d'État à la mer, Guy Langagne, a annoncé hier soir, vous le savez, une augmentation de l'aide de l'État pour empêcher, comme le demandent le Parti communiste et la CGT, tout licenciement dans la construction navale. Des allégations de circonstances et non pas de véritables propositions, estime le RPR. La CFDT de son côté exprime son scepticisme et critique vivement l'attitude de la CGT. Au-delà de ces prises de position politiques et syndicales, il reste que l'intervention croissante de l'État dans tous les secteurs en difficulté pour préserver l'emploi autant que faire se peut, cette intervention coûte cher et pose une nouvelle fois le problème des choix en matière de politique économique. Christian Marimonneau et Philippe Sassier. Les charbonnages de France bénéficient d'une aide de l'État de 6,5 milliards de francs. Cette subvention est nécessaire en raison des difficultés d'extraction. Cette subvention ne permettra pas de maintenir en activité les 50 000 mineurs, car il est envisagé de 2 à 4 000 suppressions d'emplois. La sidérurgie, le marché mondial s'est effondré. Les pays industrialisés produisent trop. Les besoins de financement pour 84 sont supérieurs à 4 milliards de francs. Sur les 90 000 salariés actuellement, c'est un tiers qui devrait disparaître à l'horizon 88. Le papier français, plus de 3 milliards de francs seront fournis à la Chapelle d'Arblay qui emploie 1000 personnes, ce qui paraît disproportionné, mais il faut savoir que 3 francs d'investissement sont nécessaires pour obtenir 1 franc de chiffre d'affaires. Résultat, une balance des paiements en principe excédentaire. Les chantiers navals ont reçu 1,6 milliard l'année dernière, même chose cette année. La baisse du trafic maritime est liée à la réduction de la consommation pétrolière. Il sera difficile cette année de maintenir les 22 000 emplois, mais l'aide de l'État évitera au moins la fermeture des chantiers navals français. Ces subventions à l'industrie qui représentent une 50aine de milliards de francs sont donc de l'argent qui n'ira pas s'investir dans l'industrie de demain. Or, si nous ne modernisons pas nos usines, la France deviendra rapidement un pays en voie de sous-développement. Mais peut-on
moderniser sans supprimer des emplois. Oui, affirme PC-CGT, en remplaçant les critères de la rentabilité financière par d'autres critères. C'est oublier qu'une industrie sous tente à oxygène financière vit de plus en plus du contribuable et conduit un pays au protectionnisme et à l'isolement. La solution protectionniste a été en fait choisie. Dans l'affaire des chantiers navals, Pierre Mauroy a interdit, vous le savez, la construction de 4 navires en Yougoslavie. Mais le Premier ministre sait qu'il n'a fait que gagner du temps. Et à Georges Marchais qui lance « Pas un licenciement, pas un chômeur de plus », il répond « Si on ne supprime pas des emplois, on condamne des usines ». Pierre Mauroy évoque alors des suppressions d'emplois sans licenciement en offrant par exemple un contrat de reconversion aux travailleurs dont l'emploi est supprimé. Question majeure, qui va payer ces contrats alors que la rigueur, la lutte contre l'inflation, l'effort à l'exportation sont les règles numéro 1 de l'économie française. Et puis il ne faut pas oublier que chaque dépense budgétaire supplémentaire va rendre plus difficile encore la diminution d'impôts promise pour 1985. À tout point de vue, le dossier des mutations industrielles est un casse-tête social, financier, politique. 9,3%, c'est le chiffre définitif de la hausse des prix de détail l'an dernier, 9,3 contre 9,7 en 1982. Cette légère amélioration d'une année sur l'autre laisse pourtant la France derrière la plupart des autres grands pays industrialisés en matière de lutte contre l'inflation. Ainsi, l'Allemagne fédérale a enregistré en 1983 une hausse des prix de 3%. Passons maintenant à la politique avec la candidature de Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste, à la direction de la liste socialiste aux élections européennes. Il est en fait candidat à la candidature et le comité directeur du parti devra entériner son choix. Jacques Delors, qui n'avait pas exclu sa propre candidature, a déclaré hier à Lionel Jospin qu'il lui paraissait plus utile pour la relance de l'Europe qu'il reste à son poste actuel. À l'Assemblée nationale, c'est dans le plus grand calme, après les remous d'hier, que les députés ont commencé l'examen des quelques 150 amendements qui précèdent l'article 1 du projet de loi sur la réforme de la presse. En cours de séance, le secrétaire d'État à la communication, Georges Filiou, est revenu sur ses propos d'hier qui avaient provoqué une sortie des élus de l'opposition. Monsieur Filiou, qui hier parlait d'élus entre guillemets, a déclaré aujourd'hui qu'il n'y avait pas à ses yeux deux catégories, les bons et les mauvais élus. Il a souhaité pourtant qu'on lui épargne certaines des épithètes qui lui furent lancées hier. Le journaliste Jean Durieux, libéré sous caution, le rédacteur en chef de Paris Match était incarcéré à Fresnes depuis près d'une semaine pour vol et recel de vol, des photos de la victime du japonais cannibale. Avant sa libération, Jean Durieux a été entendu une nouvelle fois par le juge d'instruction. Paul Lefebvre. S'étant réunie avec célérité, la chambre d'accusation a donc arbitré en faveur de la libération assortie d'une caution de 50 000 francs, d'une tutelle judiciaire, de la remise du passeport, plus l'interdiction un peu naïve pour Jean Durieux de rencontrer celui qui lui a fourni les négatifs. Durieux l'appelle Monsieur Roman, ce qui en est fait toute une histoire. Dans ses attendus, la chambre d'accusation dit que la détention du rédacteur en chef de Match n'est plus nécessaire aujourd'hui, ce qui me semble confirmer le fait qu'une expertise démontre maintenant que les tirages des négatifs des fameuses photos de l'identité judiciaire, que ces tirages ont été effectués dans les ateliers de Match. C'est pour le juge la preuve juridique du recel des pièces volées et la justification a posteriori de sa décision de mise en détention pour éviter que ces éléments de preuve disparaissent. Reste maintenant à profiter de cette affaire pour tenter de définir les règles et les limites de la recherche de l'information. C'est son seul intérêt. Jean Durieux doit sortir de la prison de Fresnes dans la soirée. Suite du procès des terroristes arméniens de la Sala, des précisions sur l'attaque du consulat de Turquie en septembre 81, mais rien de neuf sur l'organisation et l'encadrement de l'action du commando. Libération aujourd'hui de maître Fraticelli, détenu dans le cadre de l'affaire des grâces médicales de Marseille. Libération sans préjugé du fond. La Cour de Versailles rendra son arrêt le 21 février prochain. Suite du procès des dirigeants et de certains clients de Paribas pour transfert illégal de capitaux, le procureur a requis aujourd'hui de 15 à 24 mois de prison avec sursis contre l'ancien président de la banque, Pierre Moussa, et deux sous-directeurs.
L'actualité à l'étranger maintenant est d'abord le premier bilan officiel des récentes émeutes au Maroc. D'après ce bilan, il y aurait eu 29 morts et 114 blessés dans le nord. C'est donc la première fois que le gouvernement marocain donne un bilan des émeutes de ces derniers jours. À Washington, coup d'envoi officieux de la campagne présidentielle pour un second mandat que lancera officiellement dimanche prochain Ronald Reagan. Le président américain prononcera dans quelques heures devant les deux chambres du Congrès, selon la tradition, son discours annuel sur l'état de l'Union, où il fera le bilan de la gestion de son administration, marquée avant tout par une nette amélioration de la situation économique. Ronald Reagan devrait aussi, dans ce discours, inviter les Américains à aller des problèmes des années 70 aux solutions des années 80, selon l'expression de son entourage. Il devrait annoncer, entre autres, un projet qui aurait pour but de galvaniser l'imagination et l'énergie de ses concitoyens, une nouvelle étape dans la politique spatiale avec le lancement d'une station habitée dans l'espace. Patrick Esther. D'ici la fin de cette décennie, l'Amérique posera un homme sur la Lune. Cette phrase de John Kennedy date de 1961. 9 ans plus tard, c'était chose faite. Cette marche lunaire devint alors le symbole de l'Amérique en marche vers le progrès. Aujourd'hui, l'Amérique de nouveau a besoin de symboles. L'Amérique a besoin de prouver sa force et dans un monde malade, dominé par la crise, de nouveau, elle se tourne vers l'espace. Pour Ronald Reagan, qui va incessamment lancer sa campagne pour les élections présidentielles, le cheval de bataille ne sera plus cette fois la Lune, mais ceci. Une gigantesque station orbitale qui devra tourner autour de la Terre d'ici 1991. Un projet de 72 milliards de francs. À 400 km de la Terre, 8 à 10 personnes vivront en permanence à bord de cet engin. Une fois tous les 3 mois, l'équipage sera relayé, mais tous les 15 jours, des navettes apporteront le ravitaillement et le matériel nécessaire aux expériences. Pour construire cette station, les navettes spatiales de la NASA commenceront d'ici 5 ans des va-et-vient incessants. Dès l'an prochain, 4 de ces engins seront opérationnels. Columbia, Challenger, Discovery et Atlantis. Leurs soutes emporteront 30 tonnes à chaque voyage. Là-haut, dans la banlieue de la Terre, des astronautes mécaniciens assembleront les modules entre eux. Des modules directement dérivés du laboratoire spatial construit par les Européens. À quoi pourra servir une station comme celle-ci? Officiellement à mener des expériences scientifiques et à construire de façon industrielle et commerciale des métaux nouveaux ou des médicaments. Récemment, par exemple, les astronautes de la NASA ont fabriqué à bord de la navette des petites billes de plastique que les médecins utilisent maintenant pour soigner le cancer de la moelle osseuse. Confidentiellement, la fonction de la station orbitale pourrait être bien différente. Les militaires pourraient utiliser une partie de la plateforme pour installer des armes très sophistiquées, et notamment des lasers très puissants commandés par des ordinateurs. Des lasers capables de détruire dans l'espace des missiles nucléaires soviétiques en quelques millièmes de seconde seulement. Ce bouclier électronique à base de laser, c'est l'autre grand rêve de Ronald Reagan. C'est offrir aux Américains un sentiment de sécurité. C'est faire disparaître l'angoisse de la guerre nucléaire totale. Ce programme de station va coûter très très cher, mais au moment où les soviétiques s'apprêtent eux aussi à lancer des stations géantes, et peut-être même à installer des stations sur la Lune, avec une fusée dont on dit qu'elle serait la plus puissante du monde, eh bien, les Américains ont-ils véritablement le choix s'ils veulent rester les premiers? Prudence, mais aussi satisfaction à la Maison-Blanche après les déclarations du numéro 1 soviétique hier à l'agence TASS, où Yuri Andropov se disait favorable à la reprise du dialogue entre les superpuissances. La Maison-Blanche note cependant que M. Andropov ne fait aucune proposition concrète à cet effet. Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl poursuit sa visite officielle en Israël. Les problèmes de fond entre les deux pays ont été abordés aujourd'hui au cours de ses entretiens avec le Premier ministre Yitzhak Shamir. Mais la rencontre supplémentaire entre les deux hommes prévue ce soir a été annulée, M. Shamir devant affronter au Parlement israélien 3 motions de censure contre son gouvernement qui ont d'ailleurs été rejetées. Gérard Rinet.
Nous sommes ici à la Knesset. Le chancelier allemand Helmut Kohl va entrer dans quelques instants au Parlement israélien. L'accueil est glacial. Regardez bien, les députés n'ont pas jugé bon de se lever pour rendre hommage à leur hôte étranger. Déjà hier, des manifestations anti-nazis s'étaient produites sur le parcours du chancelier. Mais ce souvenir de l'époque nazie qui pèse toujours sur les relations entre Israël et l'Allemagne n'a semble-t-il pas empêché les deux chefs de gouvernement d'aborder aujourd'hui deux sujets brûlants pour Israël. D'abord, l'élargissement du marché commun. Israël exporte la moitié de sa production agricole vers l'Europe et voit d'un très mauvais œil l'élargissement à l'Espagne et au Portugal. Et puis, l'attachement d'Israël à la politique de Camp David. C'est précisément sur ce point des relations d'Israël avec ses voisins que les divergences les plus nettes sont apparues entre les deux délégations. Confirmation par l'Arabie Saoudite du gros contrat d'armement conclu avec la France. Le ministre saoudien de la Défense et de l'Aviation a précisé que le contrat portait bien sur quelques 35 milliards de francs. Les économies et le sport, les délégations françaises aux Jeux Olympiques de 1984 seront restreintes. Madame Edwige Avis a annoncé à l'issue du Conseil des ministres de ce matin que 40 athlètes françaises se rendront à Sarajevo pour les Jeux Olympiques d'hiver et un peu plus de 220 aux Jeux d'été de Los Angeles. Madame Avis a également annoncé qu'un crédit de 16 millions de francs était prévu pour financer les derniers stages et le déplacement des athlètes. L'argent et le football, 4 grands noms du football français, 4 anciens joueurs de l'AS Saint-Étienne ont été inculpés aujourd'hui dans l'affaire de la Caisse Noire. Jean-François Larios, Christian Lopez, Bernard Lacombe et Gérard Janvion ont été inculpés par le juge Demure de recel et d'abus de biens sociaux. Alain Vernon. Ce matin, Jean-François Larios arrive au palais de justice de Lyon. Il est attendu par les journalistes venus en nombre, mais surtout par le juge Demure qui souhaite que l'ex-vedette de l'AS Saint-Étienne, aujourd'hui à Neuchâtel, confirme le montant des sommes issues de la Caisse Noire qu'il a touchées en accord avec le contrat occulte avoué par Roger Rocher et détenu par le juge d'instruction. Jean-François Larios est le premier convoqué, le premier inculpé, le premier à parler. À partir du moment qu'il y a eu tous ces problèmes avec cette fameuse caisse noire, il fallait un peu s'y attendre. Vous vous sentez coupable de quelque chose? Non, absolument pas. Alors vous allez revenir en France? Peut-être. La réputation n'est pas du tout compromise. De toute façon, les clubs de football prennent des joueurs de football et ne prennent pas, à partir du moment que l'on fait ce qu'il y a à faire sur le terrain, je ne vois pas pourquoi ça entrerait dans la vie privée. Dans l'après-midi, 2 autres joueurs ont rendez-vous avec le juge. Bernard Lacombe, le Bordelais, accompagné de son avocat, puis Gérard Janvion, le Parisien, qui échappera à sa sortie du palais de justice aux journalistes. Finalement, il faut retenir 3 informations aujourd'hui de cette affaire à Lyon. Premièrement, l'inculpation effective pour recel et abus de biens sociaux de 4 joueurs. Bernard Lacombe, Jean-François Larios, Christian Lopez et Gérard Janvion. 4 joueurs venus rencontrer le juge Demure ici au palais de justice de Lyon. Deuxièmement, Michel Platini ne s'est pas présenté aujourd'hui devant le juge. Michel Platini, vraisemblablement, rencontrera le juge Demure la semaine prochaine. Il aura voulu éviter, pense-t-on, les journalistes. Troisièmement, l'état de santé de Roger Rocher n'est pas très bon, selon Maître Chanon, l'avocat de l'ex-président des Verts, incarcéré depuis le 30 novembre dernier ici à la prison Saint-Joseph de Lyon. Roger Rocher aurait perdu 10 kilos depuis le 30 novembre dernier, il aurait des problèmes lombaires, enfin le moral serait très bas. Demain, le juge Demure reçoit Piazza, Zimaco, Farison notamment et surtout un certain Robert Hermin. Automobile, 4e jour du rallye de Monte-Carlo avec ce soir l'arrivée du parcours commun en principauté de Monaco. Un rallye toujours dominé par la neige et par les Audi Quattro. Henri Bodiguel. En général que la neige est indispensable à la bonne réputation du Monte-Carlo. Son absence avait permis à Opel et Lancia de s'imposer ces 2 dernières années, mais depuis le début de la semaine, elle est partout et si présente qu'elle a provoqué ce matin très tôt l'annulation de 3 spéciales. Déjà hier, peu après son passage dans le Burzet, Jean-Luc Terrier avouait sa surprise d'avoir rencontré d'aussi mauvaises conditions de route. C'était très mauvais dans le Burzet. Très mauvais. Très mauvais, très piégeux. Oui, et puis comment en haut, il y a une burle terrible, avec des congères qui sont en train de se former, c'est vraiment très mauvais. D'ailleurs, Alain y est resté, je sais pas. Nous, quand on est passé, il était encore resté dans la congère, il avait dû taper à gauche et à droite, et Lancia était resté là.
Bon, il y a Kaby qui est sorti aussi. Oui, Gabi, oui, mais enfin, il est passé parce qu'on était derrière lui, là. Prenant ainsi leur revanche sur les Lancia, les Audi ont bien sûr profité de la situation. Et Walter Earl n'a pas manqué l'occasion de prouver qu'il est vraiment un très grand pilote, même au volant d'une Quattro. Il a envie de gagner ce Monte-Carlo et il le fait savoir en étant ce soir en tête du classement. Quant aux Lancia, elles sont bien sûr les grandes perdantes de cette première étape. Jean-Claude Andruet et Marco Allen sont très loin au classement, à plus d'une demi-heure des leaders. Avec seulement 2 roues motrices dans la tourmente de cette nuit, les Lancia ne pouvaient bien sûr pas faire grand-chose, mais il ne semble pas non plus que leurs pneus aient été les meilleurs. La surprise, elle est venue des R5 Turbo, puisque Jean-Luc Terrier et Bruno Sabi occupent ce soir les 4e et 5e places au général. Précisons quand même que les Renault sont à 18 minutes des Audi. Pour l'instant, en tout cas, on ne voit pas qui pourrait empêcher les Audi de continuer leur festival. Mais on suivra quand même avec attention la bagarre qui oppose Earl et Blomqvist, d'autant qu'aucune consigne de modération ne semble avoir été donnée par leur équipe aux 2 pilotes. Enfin, depuis l'accident de l'autre nuit, il semble aussi que les spectateurs aient compris la nécessité d'être prudents. Il faut l'espérer car ils seront encore plus nombreux demain soir et vendredi pour assister à la dernière étape, en particulier dans le col du Turini. Il y aura un quartet demain à Vincennes. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 11, le 4, le 10, le 3, le 17, le 16, le 9 et le 2. Du lait et du miel, c'est le titre du dernier album de John Lennon qui vient de sortir en France. Sa particularité, c'est un album posthume assemblé par les soins de la veuve du Beatle assassiné, Jean-Jacques Dufaux. Le 8 décembre 1980, John Lennon, le pacifiste, tombait sous les balles d'un fan, un fanatique au sens premier. Plus de 100 000 personnes extrêmement émues assistèrent à cet enterrement. John laissait beaucoup d'amis inconnus, mais aussi un fils, Sean, et une femme, Yoko Ono, avec qui il avait vécu pendant plus de 10 ans une histoire d'amour qui est entrée dans la légende du rock. Well, John did not die because he committed suicide or he was drugged or he had a heart attack. No, John was killed. And it was very important for me to show that to the world and for people to remember. Because I think that all of us are responsible of his death, of course including myself. And both John and I were always trying to make a peaceful world. And it's very ironical that John, who loved peace so much, died in such a violent way. 4 ans après cet assassinat, l'album posthume de John Lennon vient de sortir. C'est une suite de Double Fantasy. Au cours de l'année 80, John Lennon avait enregistré de quoi faire 2 33 tours. D'une part Double Fantasy et d'autre part Milk and Honey. Mais est-ce qu'il va en sortir encore? Parce qu'on a toujours l'impression que quand un chanteur très très connu meurt, on retrouve toujours de vieilles bandes dans les tiroirs. Ce ne sont pas des vieilles bandes dans le cas présent. Si d'autres choses sortent, en effet, ce seront des choses plus anciennes. Mais là, il s'agit effectivement du dernier album de John Lennon, puisque John voulait un peu renouer avec la tradition des années 60 et sortir un album tous les 6 mois, comme on le faisait à cette époque. Maintenant, c'est un album tous les 3 ans. Bon, il y a aussi des chansons de Yoko Ono dans ce disque. Oui, c'est exactement le même type de présentation que Double Fantasy, c'est-à-dire une chanson de John Lennon, une chanson de Yoko Ono. Il s'agit d'un dialogue entre John et Yoko. Ainsi, l'histoire entre John et Yoko continue. Elle avait commencé en 68 avec l'enregistrement de Two Virgins, un disque qui fit scandale à cause de la pochette où il posait nu. C'était le début d'un happening amoureux un peu délirant qui fait aujourd'hui de Yoko Ono l'énigmatique japonaise, la veuve la plus célèbre de l'histoire du rock. Plus célèbre et sans doute la plus riche. Parlons du temps de demain, Brigitte Simonetta. Oui, et que l'accalmie ne vous trompe pas. En employant une expression populaire, je dirais que nous reculions pour mieux sauter. C'est le retour de la tempête dès cette nuit. Et vous allez voir sur la photo satellite qu'il n'y a aucun moyen d'y échapper. Cette perturbation qui s'enroule sur elle-même, dont le centre est très profond, 935 millibars, va traverser le pays. Elle est large,
elle est active, elle nous donne, vous vous en doutez, une carte pessimiste. Regardez cette carte, avis de tempête donc dès ce soir sur la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique. Les vents de sud-ouest que nous sentirons également très fort à l'intérieur du pays vont repousser rapidement la perturbation demain matin. Elle s'installera de l'est à Méditerranée et au sud-ouest, donnant de fortes averses de pluie et de neige. Les risques d'avalanche demeurent, risque 7 sur une échelle qui en comporte 8 pour les Pyrénées, risque maximum 8 sur les Alpes du Nord. D'ores et déjà, 40 maisons ont été évacuées près de Chamonix par mesure de sécurité. À l'arrière de cette perturbation, un temps médiocre, c'est-à-dire de courtes éclaircies, des nuages, de la pluie, ce qui laisse supposer des inondations puisque ce soir, la Marne a atteint sa cote d'alerte et que la situation reste très préoccupante sur l'Aquitaine. Le baromètre est en baisse, le thermomètre aussi. Demain, dans l'après-midi, nous irons de 3 à 8 degrés sur la moitié nord et de 7 à 14 degrés sur la moitié sud. Nous serons le jeudi 26 janvier, le soleil se lèvera à 8h29, se couchera à 17h37 et après les pôles, aujourd'hui, nous fêterons les pôles demain. À 23h15, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée.